Nous allons parler vieillissement et financement de la dépendance avec une personne qui est très connue dans l'univers de la longévité, Françoise Forette, qui est professeure émérite des universités et aussi fondatrice de l'ILC, actuellement présidente du comité stratégique et scientifique d'ILC France. Bonjour. Bonjour. Très content de vous recevoir. Peut-être vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas encore et Alors, présenter ILC France. oui, je m'appelle donc Françoise Forette, je suis professeure émérite de médecine interne et de gériatrie. Alors, je voudrais dire à vos téléspectateurs qui ne le savent pas que émérite ne veut pas dire qu'on a beaucoup de mérite. Émérite, ça veut dire que finalement, on n'est pas un perdreau de l'année. C'est ça, oui. C'est l'expérience, expérimentée. C'est ça. D'accord, Absolument. c'est ça. Et je suis effectivement maintenant présidente du comité scientifique et stratégique d'ILC France. Alors, qu'est-ce qu'ILC? ILC, ça veut dire International Longevity Center, c'est donc en anglais, parce que c'est un organisme qui a été fondé aux États-Unis par un très remarquable psychiatre et gériatre qui s'appelait Bob Butler, qui était un visionnaire. Et d'ailleurs, il avait écrit il y a très très longtemps déjà un livre qui avait gagné le prix Pulitzer qui s'appelait Why Survive Being Old in America? Pourquoi survivre quand on est vieux aux États-Unis? Et cet homme s'était rendu compte, c'était donc un universitaire, et moi j'étais visiting professeur chez lui quand il a fondé ILC. Il s'était rendu compte que finalement, nous, médecins ou scientifiques, on fait des recherches qui nous intéressent beaucoup et qu'on trouve absolument formidables. On essaye de les publier dans les meilleurs journaux médicaux ou scientifiques, mais que finalement, on ne parle pas aux autres dans la société. Oui. Et ce qu'il disait, c'est que les connaissances que nous avons depuis longtemps, ça a été fondé il y a longtemps, hein, sur l'extraordinaire longévité que nous connaissons à l'heure actuelle, ces connaissances, il faut qu'on essaye de les communiquer à ce qu'il appelait les décideurs, c'est-à-dire décideurs universitaires, décideurs politiques, décideurs industriels, etc., etc. Donc, il a fondé le premier ILC, qui était ILC USA. Et après, comme c'est un homme à l'esprit très vaste, il s'est dit, ça ne suffit pas de se parler entre Américains, même vers les décideurs américains. Et il a demandé à ses amis, dont j'étais, de fonder des ILC un peu partout. Et maintenant, il y a 17 ILC dans le monde, absolument sur tous les continents. Alors, nous faisons des travaux communs entre les ILC et nous faisons aussi et surtout les travaux qui intéressent notre propre pays dans le domaine du vieillissement, de la longévité et du vieillissement de la population. Voilà ce que sont les ILC. Les ILC sont indépendants les unes des autres, les uns Oui, des autres. ils sont totalement indépendants, ils s'autofinancent comme ils peuvent de façon totalement indépendante et ils adoptent les lois de chaque pays. Nous sommes association 1901 et dans d'autres pays, accolés à l'université, dans d'autres pays, c'est la même chose. Ils ont une structure qui est la structure locale. D'accord. Alors, Des oui. exemples de travaux que vous menez et que vous avez menés avec l'ILC France. Alors, on a travaillé essentiellement, si vous voulez, le but des ILC partout dans le monde, c'est que l'extraordinaire population vieillissante, parce qu'à peu près partout dans le monde, la population vieillit et va connaître finalement une longévité importante. Et ce que nous tenons à susciter, c'est que la population vieillisse dans un bon état de santé. Pratiquement, nous sommes tous médecins en France, médecins ou sociologues dans les autres pays. Donc, la population vieillisse en bonne santé et en activité. Et nous insistons sur ce terme d'activité. Alors, parmi les travaux que nous avons menés, si l'on parle d'activité, on a essayé de savoir si le fait de continuer son activité professionnelle permettait de préserver sa santé cognitive. Ah oui. Car vous savez que finalement, ce qui inquiète chacun d'entre nous, c'est de perdre sa mémoire, hein, c'est de perdre son self, si je puis dire. Et on a travaillé sur 400 000 retraités du RSI, qui était la caisse de retraite et la caisse maladie des travailleurs indépendants, qui a été refondue maintenant dans le système général. Et nous avons pu démontrer que quand vous prenez votre retraite plus tard, vous diminuez votre incidence de maladie d'Alzheimer
et votre incidence de détérioration cognitive. Et on avait démontré en particulier que si vous reculez l'âge de la retraite de 60 à 65 ans, ce qui est quand même pas le bout du monde, vous pouviez réduire de 15% les détériorations cognitives. Et dans un domaine où il n'y a pas de prévention pharmacologique, il n'y a pas un médicament, si vous voulez, qu'on peut prendre pour préserver sa mémoire, c'était un résultat extrêmement intéressant. Ça, La, la raison de l'activité et puis une baisse de la prévalence d'Alzheimer, c'est le fait de faire travailler son cerveau. exactement. Le fait d'avoir un travail professionnel payé, si vous voulez, n'a pas du tout de particularité et d'avantage en soi. C'est simplement de travailler, de faire travailler son cerveau. Mais le problème, c'est que quand on prend sa retraite, vous verrez, la majorité des personnes qui prennent la retraite vont vous dire « Ah, mais docteur, moi, je ne resterai pas du tout, tout seul chez moi, assis sur mon canapé, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais apprendre l'espagnol. » Mais ce qui se produit, c'est que l'intensité du travail diminue. Quand on est retraité, on ne se lève plus à 6 heures ou 7 heures pour aller au bureau, on ne travaille pas 8 heures par jour, etc. Et à mon avis, c'est cette intensité qui fait la différence entre le travail professionnel et le travail qu'on peut faire de façon bénévole. Encore que, il y a des bénévoles qui travaillent absolument plein temps. Mais ce qui est important, c'est de faire travailler son cerveau et de faire travailler aussi physiquement ses possibilités. Lorsque vous avez une activité, par exemple bénévole, vous vous levez le matin, vous prenez l'autobus, vous prenez le métro, ou vous prenez votre voiture, ou vous prenez votre vélo, vous avez non seulement une activité intellectuelle, quel que soit le boulot que vous faites. Hein. Activité intellectuelle, ça ne veut pas dire nécessairement être professeur de philosophie. Ça peut être artisan, par exemple, qui, eux, stimulent énormément leur fonction cognitive. Donc, c'est le fait d'à la fois avoir une activité cognitive et une activité physique qui fait que la majorité des personnes vieillissent moins. Ça, c'est reconnu par tous les travaux, comme vous le savez, et diminue leur risque de maladies cognitives, en particulier de maladie d'Alzheimer. Ça, c'est un des premiers travaux que nous avons faits. Sinon, nous travaillons aussi sur la prévention, parce que notre maître mot, c'est la prévention, bien évidemment, pour que les personnes et que nous vieillissions tous en bonne santé. Donc, la prévention fait que tout au long de la vie, si vous voulez, vous devez conserver une ligne directrice qui vous permette d'être en bonne santé et en activité. Et pour ce faire, on a établi aussi un questionnaire très court en 3 questions qui permet aux personnes de plus de 70 ans, on a travaillé sur des personnes de plus de 70 ans, de voir si éventuellement elles sont fragiles. Alors, vous connaissez le concept de fragilité, hein, maintenant. Une personne fragile est une personne qui est encore totalement autonome, mais qui, pour des raisons physiologiques, commence à diminuer son activité, commence à maigrir. Et l'inconvénient de cette fragilité, c'est que c'est la porte ouverte à la dépendance. Et l'intérêt de la fragilité par rapport à la dépendance, c'est que la fragilité, elle est réversible. Vous pouvez rendre les personnes robustes, tandis que la dépendance ne l'est pas. Et comme vous le savez, il y a à l'heure actuelle un très très remarquable travail fait par l'OMS qui s'appelle ICOP, qui permet là encore de diagnostiquer la fragilité très tôt. Donc nous avons mis au point ce questionnaire sur 5000 personnes de plus de 70 ans, de telle sorte que les personnes puissent non pas faire le diagnostic de fragilité, ce n'est pas simple à faire, mais se dire, je suis peut-être fragile, il faut que j'aille voir mon médecin praticien pour qu'il me dise ce que je dois faire, qui peut être une rééducation physique, une rééducation cognitive ou toute rééducation des fonctions qui ne vont pas. Donc ça, c'est un deuxième travail d'ILC qu'on a bouclé d'ailleurs seulement récemment, et on est en train de publier ce travail. Nous avons travaillé aussi sur la cessation de travail dans nos différents pays. Et c'est là où on s'est rendu compte que finalement, la France est le pays où on cesse le travail le plus tôt. Ouais, le plus tôt. Et en particulier au sein de ce travail qui était collaboratif avec tous les ILC,
nous, à ILC France, on était chargés de voir comment ça se passait au Japon, en Angleterre et en France. Et puis d'autres ILC voyaient d'autres pays. Et c'était absolument extraordinaire quand on posait des questions. Quand vous posiez les questions à un Français et vous lui disiez à quel âge voulez-vous prendre votre retraite, Le plus tôt possible. voilà. La réponse était immédiatement, ben vous le savez mieux que moi, le plus tôt possible. Et quand vous posiez cette même question au Japon, c'était le plus tard possible. J'aimerais ne pas m'arrêter. Ah oui, j'aurais bien aimé voir, vous voir quand vous faisiez la conclusion de l'analyse. Comparer, dans un tableau, comparer la France et le Japon. Oui, Ça va ben, être marrant, ça. on était aux deux extrêmes de l'analyse Ouais. parce que quand on voyait l'Angleterre était totalement intermédiaire D'accord. entre les deux. Il y avait bien évidemment des personnes qui voulaient s'arrêter tôt, c'était souvent des personnes qui étaient en mauvaise santé d'ailleurs, il n'y a pas de miracle, mais d'autres personnes qui préféraient travailler plus tard. Donc, vous voyez, c'est le genre d'études que nous faisons de façon générale. Et là, on a aussi en chantier une étude sur les vaccinations qu'on Ah, avait protocolisées avant le Covid, oula. parce qu'on voulait savoir quels étaient les résultats des vaccinations dans tous nos pays de l'ILC, en prenant les vaccinations très simples que sont la vaccination anti-grippe, la vaccination anti-pneumococcique, etc., etc. Et le Covid est arrivé par-dessus, donc on a ajouté bien évidemment une question sur le Covid, mais c'était protocolisé bien avant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voulait savoir, c'est d'abord, est-ce que les vaccins sont remboursés, hein, parce que ça, c'est un frein dans la majorité des pays. Est-ce que le médecin ou l'infirmière qui fait les vaccins est remboursé aussi? Est-ce que vous avez accès librement? Et est-ce qu'il y a beaucoup de refus? Quel est le pourcentage de refus? Et quelles sont les explications de ces refus? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Et je pense que ça va être très intéressant de voir ce panorama dans tous les pays d'ILC. Ça, c'est un travail que nous protocolisons, comme nous disons dans notre jargon, à l'heure actuelle. Voilà un petit peu ce que nous avons fait depuis un certain nombre d'années. Il y en a d'autres, je ne vais pas les citer toutes. Et puis, il y a un travail qui nous tient à cœur, c'est le financement de la dépendance. Et ça, c'est lié probablement au fait qu'il nous tienne à cœur, au fait que parmi les membres d'ILC, il y a énormément de médecins qui ont été à un moment donné des médecins praticiens. Et quand on a eu, comme moi, dans son cabinet de consultation à l'hôpital, des milliers finalement de patients et de familles, on se rend compte à quel point l'irruption, c'est jamais une irruption hein, parce que c'est très lent, l'émergence d'une dépendance dans une famille est une véritable catastrophe. Catastrophe. D'abord, c'est un drame humain parce que voir progressivement finalement disparaître l'image qu'on a de son proche au profit d'une image de personne dépendante, c'est extrêmement douloureux. C'est bien évidemment douloureux pour les personnes elles-mêmes et pour les familles. Et quand l'heure vient, qui n'est pas forcément arrivée, de faire entrer une personne dans une institution, là encore, la rupture psychologiquement est souvent dramatique. À ce côté humain du drame s'ajoute une catastrophe financière. C'est dramatique pour la majorité des familles. Le coût de la dépendance pour une famille est absolument impossible à chiffrer avant que l'on soit confronté soi-même à une famille dépendante, à une personne dépendante dans une famille. Voyez par exemple la personne qui entre dans une institution. Alors, dans les statistiques, on nous dit que la moyenne des institutions, le coût pour la famille et pour la personne est de 1 600 euros par mois. Moi, je n'ai jamais vu d'institution à 1 600 euros par mois. Alors, vous allez me dire, je suis parisienne, ce n'est pas l'endroit où c'est le moins cher. Mais dans la majorité des villes, c'est la même chose.
il n'y a jamais d'institution à moins de 2 500 euros, 3 000 euros. Et puis maintenant, ça peut monter à des sommets, si on veut quelque chose que la famille trouve agréable pour une personne et proche de son domicile. Ça peut monter jusqu'à 4 000 euros, 5 000 euros. Il n'y a plus de limite. Donc, quand on sait que la moyenne des retraites en France est d'environ 1 600 euros, on voit le drame auquel on est confronté. C'est exactement la même chose au domicile. En dépit des aides qui existent, parce qu'elles existent et il faut qu'elles persistent, ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire les coûts qui ne sont pas couverts par les aides, sont extrêmement importantes. Une étude récente de la Fondation Médéric Alzheimer montrait que quand une personne est en général de plus de 80 ans et complètement dépendante à son domicile, le coût, en plus des aides, qui devraient être très importantes puisque cette personne est ce qu'on appelle en GIR 1, c'est-à-dire avec une dépendance importante, c'est environ de 1 800 euros par mois, en plus de tout le reste, parce que là, la personne doit payer pour son loyer, pour sa nourriture, etc., etc. Donc, on voit que le problème est absolument inextricable à l'heure actuelle, et c'est ça qui nous a intéressés pour travailler dans ce domaine. Alors, pour ce faire, dans la mesure où la majorité d'entre nous est médecin, nous sommes alliés avec 2 jeunes actuaires, dont je voudrais citer les noms parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, et puis c'était un plaisir de travailler avec ces deux jeunes actuaires, qui s'appellent Stéphane Marie et Benjamin Chanès. Alors, quel a été le principe de ce que nous avons considéré? À l'époque, quand on a commencé, il n'avait pas été annoncé encore un 5e risque, une 5e branche de la sécurité sociale. Mais ce que nous envisagions, c'était à peu près ça, puisque nous disions il faut une assurance dépendance obligatoire et publique, ce qui est exactement une 5e branche. Donc, cette 5e branche a été votée, nous nous réjouissons, reste à déterminer son financement, qui n'est pas fait. On sait très bien que l'État est en permanence confronté à des choix, et qui sont des choix extrêmement difficiles, et à tel point que pour l'instant, on ne voit pas les solutions proposées par l'État. C'est en discussion permanente. Alors, il y a eu un rapport important que vous avez lu très, très certainement, qui énumère une liste de choix possibles, mais ce sont tous des financements qui sont précaires, qui devraient être votés chaque année, qui sont discutés puis abandonnés. Par exemple, on avait parlé de la fameuse CADES, qui devait apporter 17 milliards d'euros. En fait, ça a été, d'abord, on n'en prenait que 2,3 sur les 17. Et puis ensuite, on a dit, ben non, c'est pas ça, il faut que ça rembourse pour l'instant les frais du Covid qui sont énormes à l'heure actuelle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une branche de la sécurité sociale. Et moi, depuis des années, je suis pétri d'admiration pour les personnes qui, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, ont mis en place notre système de sécurité sociale, qui est véritablement basé sur la solidarité, avec la branche retraite, avec la branche maladie, avec la branche famille, etc. Et maintenant, une branche autonomie. Qui peut imaginer que l'on finance une branche nouvelle de ce système de sécurité sociale sans cotisation? Ça n'est pas possible. Je vous dis, tous les financements évoqués, finalement, ne voient pas le jour parce qu'on voit bien que c'est impossible. Et c'est vrai que c'est difficile de faire passer une nouvelle cotisation à l'ensemble de la population. Alors, comment cette cotisation pourrait... D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que pour que cette cotisation soit acceptée par la population, et peut-être pas acceptée facilement, il faut qu'elle soit la plus modeste possible. Pour qu'elle soit la plus modeste possible, il faut que sa base soit la plus large possible, bien évidemment. La seule façon de faire est de rendre cette cotisation obligatoire. C'est-à-dire que tous doivent cotiser, les salariés
les non-salariés et les retraités. Et ça, dès le premier émolument. Exactement comme ça se passe pour la retraite et la maladie. Quand vous commencez votre activité professionnelle, même si votre salaire est peu élevé, vous avez des cotisations maladie, vous avez des cotisations retraite. Ce qui est très intéressant dans le système, c'est que le profil démographique de la dépendance se prête admirablement à une cotisation super modeste. Pourquoi? À l'heure actuelle, 8% seulement, et ça, il faut marteler ça dans l'esprit du public, 8% seulement de la population de plus de 60 ans est dépendante. 8% seulement. Ça, c'est toute la population. Bien évidemment, la dépendance augmente avec l'âge, mais quand vous prenez toute la population, c'est-à-dire la population en cause, c'est seulement 8%. Et si vous considérez les personnes en mesure de cotiser, ce 8% tombe à 2,6%. Donc, vous avez un système où vous avez 100% de cotisants pour 2,6% de bénéficiaires. C'est un système qu'on ne voit nulle part ailleurs. Regardez la retraite. On cotise tous de façon lourde pour la retraite, mais 100% des gens, sauf ceux qui meurent, mais il n'y en a pas beaucoup, heureusement, touchent leur retraite. Nous tous, 100% de nous tous, utilisons l'assurance maladie à un moment ou un autre de notre vie. Et c'est pour ça que nos cotisations maladie, nos cotisations retraite sont lourdes. Ce n'est pas vrai du tout pour l'assurance dépendance. Finalement, le coût de la dépendance, globalement, quand on considère les grands systèmes, c'est peanuts. Alors, on a utilisé avec nos actuaires le résultat d'un sondage de l'OCIRP, qui date de 2016 déjà, il me semble. Et ce sondage de l'OCIRP avait montré qu'une cotisation à 1 euro par jour, ils avaient choisi ça, pourrait être éventuellement acceptée par la population. Alors on s'est dit, on va commencer par ce 1 euro par jour. Donc 1 euro par jour, ça fait 30 euros par mois, qui est très très peu quand on compare, par exemple, à l'assurance maladie, où les cotisations peuvent aller jusqu'à 600 euros par mois, selon vos revenus. Ce n'est pas beaucoup, mais ça peut être beaucoup pour des très petits budgets. Donc, ce que nous avons dit, c'est 30 euros par mois, mais à moduler en fonction des revenus. Si je gagne très très peu, je cotise très peu, moins de 7 euros par jour. Si je gagne beaucoup plus, je vais cotiser davantage, mais dans des limites qui sont quand même très peu importantes. Et pour accentuer, si vous voulez, le traitement que nous faisons des inégalités sociales très très importantes en matière de salaire, nous avons dit non seulement ce sera en fonction des revenus, mais les taux de cotisation vont augmenter. Je peux vous donner quelques chiffres, je les ai là. Non, je ne les ai pas là. Oui. Par exemple, on fait ça en fonction des revenus disponibles annuels moyens. Quand vous êtes très pauvre, vous payez moins de 7 euros et votre prélèvement est de 2,5, j'arrive pas à lire, par mois. Quand vous êtes très riche, eh bien, votre cotisation, elle monte à 162 euros. Qu'est-ce que c'est 162 euros par mois quand vous gagnez 5 à 10 000 euros par mois? C'est peanuts. Eh bien, en dépit du fait que ce soit peanuts, le système apporte à la collectivité 16 milliards d'euros. Et c'est exactement ce qu'il faut pour prendre en charge la dépendance. 16 milliards d'euros, tout simplement parce que la base est très très large. Donc vous voyez que c'est un système qui peut être parfaitement mis en place à condition de bien l'expliquer. Donc, allez-y, si vous avez des questions. Oui, pourquoi est-ce que, donc en fait, si on met en place ce système-là et que tous les travailleurs, même très très jeunes, commencent à cotiser,
d'après vous expliquer, en fait, on va cotiser pour les générations, un peu comme la retraite, on cotise pour les générations, enfin, on mutualise tout pour cotiser pour les dépendances des plus âgés. Les baby-boomers, en fait, je vais provoquer un peu, mais les baby-boomers qui ont quand même eu pas mal de choses dans leur vie, hein. On a créé pas mal de trucs, l'économie, ils ont profité de l'économie, ils ont profité de pas mal de choses, ils sont plus aisés, patrimoine et compagnie. La question que certains vont poser, c'est pourquoi est-ce que les jeunes générations doivent encore payer pour cette génération des baby-boomers? Mais parce que vous sous-estimez le côté solidaire du système de sécurité sociale. Les gens devaient se poser la même question en 50. En 50, des personnes qui avaient travaillé mais qui n'avaient jamais cotisé pour une retraite, puisque le système de retraite n'existait pas, ont d'emblée touché une retraite. C'est comme ça, quand vous mettez en place un système, il faut que ça démarre au temps zéro. Alors, on crache beaucoup sur les baby boomers. En fait, c'est quand même une génération qui a sacrément travaillé, hein. Sacrément travaillé. Elle n'a pas travaillé les 35 heures. Elle a travaillé les 40, voire les 48 heures. C'est une génération qui a connu quand même beaucoup, beaucoup d'aléas, beaucoup de crises, elle aussi, et surtout qui a beaucoup travaillé pour la collectivité. Hein, le système industriel français a été fait par les baby boomers. C'est une génération qu'on jalouse beaucoup, je le comprends, mais en réalité, c'est une génération qui a beaucoup travaillé et qui continue. Parce que si je Alors, provoque un petit peu... je vais au bout de mon raisonnement et puis je Ah, bah, reviendrai pardon, là-dessus, oui, pardon, pardon. parce que c'est très très important, Ça marche, la pas de question souci. que vous soulevez. Si on finit sur ce que nous voudrions que soit cette cotisation, il faut qu'elle soit minime, modulée en fonction des revenus. Elles doivent être indépendantes de l'état de santé. Et c'est ça qui fait la différence avec une assurance qui serait une assurance privée. Indépendante sur l'état de santé, c'est-à-dire, là, je n'aurais pas sûr. C'est-à-dire que les assurances privées, elles trient les patients. Elles font D'accord. une sélection des patients pour ne pas prendre les plus atteints. Mm. Exactement comme votre assurance de voiture, si vous avez beaucoup d'accidents, et ben vous allez payer très cher, soit vous serez out. Mm. Et d'ailleurs, un gros assureur, un réassureur, était venu me voir quand on parlait ça de la dépendance il y a quelques temps, en me disant, Madame Forret, on aimerait profiter de votre compétence. Bon, très bien. Mais en réalité, ce qu'ils voulaient, c'est que je leur fasse la liste des maladies qu'il ne fallait pas prendre. Ah, ah, d'accord. Ben, je dis non, vous savez, ça, c'est pas du tout dans nos objectifs personnels. Il faut que vous voyez quelqu'un d'autre. Donc, il faut que ce soit indépendant de l'état de santé. Tout le monde doit pouvoir cotiser à l'assurance dépendance. Pour nous, il faut que la rente s'ajoute à la PA à cause de la valeur pédagogique d'abord du plan de soins. Et puis, nous la voulons libératoire. Alors là, libératoire, ça veut dire que les personnes pourraient l'utiliser exactement comme elles veulent. Parce que l'APA a le grand, grand mérite de faire un plan de soins, un plan de prise en charge, plus exactement, mais souvent les personnes se sentent enfermées dans ce plan de soins. Tandis que là, les personnes l'utiliseront comme elles veulent, par exemple, pour souffler un petit peu. Hein, la famille voudrait souffler un peu, donc elle voudrait prendre quelqu'un pendant 15 jours complètement à la maison. Elles pourront utiliser cette somme à ça. D'autres personnes ont d'autres volontés de faire d'autres choses pour que les aidants soient un petit peu soulagés et que les patients soient bien traités. Donc voilà un petit peu le schéma que nous voudrions. Alors, avant de répondre à votre question qui est tout à fait intéressante sur ah, ben, les baby boomers, ils vont en profiter. Tant mieux. Il y a des gens qui gagnent à la loterie, tant mieux pour eux. Mais ce qui est important, c'est les jeunes. Parce qu'on me dit, et d'ailleurs c'est ce que vous m'avez dit, oui, mais vous allez défavoriser les jeunes. C'est exactement le contraire. Si les jeunes n'ont pas de travail, ce qui est malheureusement le gros problème de la jeunesse à l'heure actuelle, c'est aussi le problème de la vieillesse, qui est mise à la porte du travail, enfin de la vieillesse. Si les jeunes n'ont pas de travail, ils ne paieront pas de cotisation. S'ils commencent leur activité professionnelle et que leur salaire est très peu important,
ils vont payer une cotisation minime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moins de 7 euros par mois. Et ils profiteront du système à leur tour, parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais le temps de se retourner, on a soit plus de cheveux, soit des cheveux blancs. Mais ça, ils ne s'en rendent pas compte. Et surtout, ils ne seront pas obligés d'être éventuellement taxés pour payer la dépendance de leurs grands-parents. Car comme vous le savez, quand vous demandez l'ASH, D'accord, d'accord, bien vu, bien vu. eh oui, alors il y a peu de départements qui le Bien font. vu. Oui. Il faut expliquer, en fait, il faut expliquer qu'effectivement, si une personne âgée dépendante, que le département aide la personne âgée qui n'arriverait pas à financer, enfin, sa dépendance, En et que la personne hébergement. âgée a une maison, en fait, qui passe en héritage aux enfants, aux petits-enfants, le département récupère la somme d'argent qu'il avait, entre guillemets, prêtée à la Oui, personne. oui, mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Quand vous demandez justement à être aidé par le département, ça s'appelle l'aide sociale à l'hébergement, Mm. ASH. Tous les membres de la famille sont appelés. Ils doivent produire leur fiche d'impôt. Et on vous dit, bah, vous, monsieur Serrière, vous gagnez très très bien votre vie, vous allez payer tant. Vous, la sœur, vous gagnez moins votre vie, vous allez payer tant. Mais ça peut aller jusqu'aux petits-enfants sur leur premier job. D'accord, Donc, vous d'accord. voyez à quel point le Ah oui, fait de d'accord, pas mal. ne pas sécuriser, et solvabiliser les personnes âgées qui peuvent devenir dépendantes peut agir sur leurs petits-enfants. D'accord. Et puis, autre argument que je trouve capital, c'est que si les personnes savent que leur dépendance est sécurisée au point de vue financier, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas de problème parce qu'il y a finalement une cotisation qui leur permettra d'avoir des revenus, eh bien, ça facilitera les transferts de patrimoine des grands-parents vers les enfants et les petits-enfants. Ces transferts existent, hein, ils sont très importants comme vous le savez, mais ils sont très souvent empêchés, quelquefois par le notaire, qui met en garde les personnes qui viennent en disant bah, écoutez, je voudrais faire des donations de tous mes biens à mes enfants, mes petits-enfants. Et les notaires leur disent, et c'est leur devoir, bah, écoutez, c'est très généreux de votre part, mais faites attention, vous pouvez peut-être un jour être dépendant, et si vous voulez pouvoir payer votre dépendance sans avoir à être, non pas à la merci, mais sans demander l'aide de vos enfants, il faut garder une partie de votre patrimoine. Donc, vous voyez tous les arguments qui font que Oui, oui. finalement, les cotisations sont tellement minimes que les jeunes, ça ne peut pas entraver leur vie quotidienne. Et par contre, ils ont beaucoup d'avantages à ce que ça se fasse et que les grands-parents soient solvabilisés. On est bien encore dans votre système, les salariés cotisent, mais aussi les retraités. Oui, D'accord. Et les retraités cotisent en fonction pareil, en fonction du montant de leur en retraite, fonction de leurs revenus. sans leur revenu. D'accord. En Est-ce fonction de que, leurs revenus, c'est-à-dire que si par exemple, ils ont des revenus autres, ils ont un appartement qu'ils louent, etc., 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 ils payent en fonction de leurs revenus. est-ce qu'à un moment donné, vous aviez imaginé faire rentrer au moins une partie de la valeur du patrimoine dans le calcul de ce que les retraités doivent payer? S'il y a des revenus du patrimoine, oui, c'est en matière de revenus. En matière de revenus du patrimoine, Oui. d'accord. En matière de revenus du patrimoine, tous les revenus doivent compter. Dans votre système, qui sont les grands gagnants? Enfin, il y a pas de grands gagnants, parce que Bien. si on parle de dépendance quand même, c'est horrible. Mais qui sont enfin, les grands gagnants, entre guillemets, et les perdants? On est- J'arrive pas à Il y a imaginer. J'arrive quand pas. quand on voit la modicité des cotisations, il n'y a aucun perdant. Il n'y a aucun perdant. C'est D'accord. c'est ça qu'il faut voir. Donc en fait, Si on prenait une catégorie de population en disant, ben oui, ça va être très lourd pour vous, mais c'est juste parce que, etc., etc., on pourrait dire, il y a des gagnants, il y a des perdants. Là, les cotisations sont tellement faibles qu'il n'y a aucun perdant. Et c'est un système basé sur la solidarité.
exactement comme le grand système de l'assurance maladie. Qui pourrait, à l'heure actuelle, payer le coût d'un Covid en réanimation, d'un cancer grave, s'il n'y avait pas le système d'assurance maladie? Qui pourrait payer ça? Ni les plus riches, ni les plus pauvres. Si, les extrêmement riches pourraient, mais eux, ils ont d'ailleurs, ils cotisent parce qu'ils sont obligés, ils ne cotisent pas de leur bonne volonté. Si Si je vous voulez, poursuis, on a vraiment fait le système de telle sorte que chacun paye en fonction de ses revenus, et plus vos revenus sont hauts, plus vous payez lourd, mais quand vous payez 162 ou 192 euros par mois, qu'est-ce que c'est quand vous gagnez 10 000 euros ou même 5 000? C'est peanuts. si on suit ma logique de compréhension, les baby boomers ont 76 ans cette année, ou oui, c'est pas mon calcul, on va dire 76 ans cette année. Votre système, il faut qu'il soit mis en place avant que les premiers décèdent, avant qu'il y ait les problèmes de, enfin, même avant que les premiers rentrent en dépendance. Il faudrait le mettre en place le plus vite possible, parce que vous parlez des baby boomers, mais il reste encore pas mal de personnes qui ne sont pas baby boomers. Hein. Oui, mais bon, la vague de gens dépendants va arriver dans 5 ans. 2035. En 2035, et ensuite ça diminue. 2030, vous calculez Et 2035. encore, et encore, c'est très difficile de dire ça. Parce que ce qui est extrêmement intéressant, et c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'à âge égal, la dépendance diminue. Alors c'est vrai que plus il y a de personnes qui vont atteindre un âge avancé, plus il y a de personnes qui peuvent devenir dépendantes. Mais quand vous faites la balance entre la diminution de la dépendance à chaque âge et la diminution et l'augmentation du nombre de personnes très âgées, c'est probablement équivalent. Et plus vous allez travailler sur la prévention, et c'est pour ça qu'à ILC, on est tellement en faveur de la prévention, plus vous aurez des personnes qui vont vieillir En bonne sans santé, dépendance. bien sûr. Le problème, c'est de réduire ce noyau de personnes. Et Vous, il est déjà réduit 8% seulement. vous qui êtes très connu, puis qui connaissez beaucoup de monde dans les rouages, qu'est-ce qui bloque les politiques de prendre cette réforme? Exactement ce qu'a dit le président Macron hier. Euh, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je suis d'ailleurs d'accord avec la majorité de ce qu'il a dit sur beaucoup de points, en particulier sur le plan sanitaire. Mais il a dit, ben vous savez, parmi les grandes options pour l'avenir, nous allons faire une grande loi pour prendre en charge nos aînés, etc., etc. Il a fait un grand discours sur les aînés en disant qu'il y aurait une loi sur la dépendance et qu'il fallait en assurer le financement. J'allais dire, je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Et il a ajouté, je dois redire aux Français, parce que c'est la crainte des Français, qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. D'accord, ok. Ce qui arrête les politiques, c'est ça. On les comprend d'ailleurs. C'est de dire, bah, écoutez, moi je suis le président, je suis épatant, etc., etc. Je veux vous faire une bonne nouvelle. Il va y avoir une cotisation nouvelle. Avant que les gens comprennent que c'est ultra minime, alors que les sommes qu'on peut vous donner sont importantes, hein, très importantes, c'est très difficile à faire comprendre. Et moi, je comprends les politiques de ne jamais avoir pris ce risque politique. Il n'y en a aucun qui a les, j'ose pas dire quoi, Hmm. pour le faire. Parce que ça demanderait des explications, des explications, des explications. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de nous tous, si vous voulez, on est pris par la vie quotidienne et on n'écoute pas ce qu'on nous dit. Donc, mettez ça à l'ordre du jour. S'il y a des explications telles que je viens de vous les donner, qui sont quand même très faciles à comprendre, ben, la majorité des gens ne vont pas écouter. De même que moi, il y a des choses que je n'écoute pas. Quelle est la preuve de ça? C'est la vaccination à l'heure actuelle. Ça fait des mois que l'ensemble des médecins, que l'ensemble des politiques essayent de dire le seul moyen que nous avons pour sortir de cette pandémie, c'est la vaccination. C'est le seul moyen.
qui nous permettra d'avoir une vie normale, d'aller dans les bistrots. Moi, j'adore les bistrots. Je trouve ça terrible de ne pas pouvoir aller dans un bistrot, prendre un café le matin ou un apéro le soir, d'aller au théâtre, d'aller partout. Le seul moyen, il n'y en a pas d'autre, c'est la vaccination. Les gens n'ont pas entendu. La moitié de la population n'a pas entendu. Et il faut que le président dise, bon, bah, maintenant, il va y avoir un passeport pour que brusquement, 900 000 personnes se décident. C'est la folie, oui. Mais bon, c'est normal, finalement, chacun a autre chose à faire. Donc, je ne suis pas sûre que les gens écoutent. Ce qui veut dire qu'une réforme telle que celle que vous proposez, elle peut être faite que 1 ou 2 ans après l'élection présidentielle. C'est en fait en 2022-2023. Après, Maintenant, oui, je pense que oui. Vous pouvez pas, à mon avis, vous ne pouvez pas la faire longtemps. Et là, vous savez, on a publié trois articles du Monde hein, sur cette assurance dépendance. 3 fois. Le Monde nous a pris nos articles. Et un article intermédiaire, c'est-à-dire le dernier est paru très récemment. C'est Le Monde d'ailleurs qui nous l'avait demandé sur cette question. Et l'intermédiaire, moi, je l'avais intitulé Les larmes de crocodile. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du Covid, la première vague de Covid, on s'est rendu compte à quel point la prise en charge des personnes âgées en institution était dramatique. Quand on a vu que les personnels n'avaient rien, n'avaient pas de masque, n'avaient rien, ils n'avaient pas de matériel, etc., on s'est rendu compte à quel point cette prise en charge était tragique. Ça a fait une sorte de scandale. Et tout le monde a dit, oui, il faut faire quelque chose pour que les institutions soient meilleures, pour que la prise en charge à domicile soit meilleure, etc., etc. Et là où je dis que c'est des larmes de crocodile, c'est qu'une 5e branche bien financée pourrait faire ça. Mais on oublie, si vous voulez, on oublie tout ce qui s'est passé avant. Mais si un président avait vraiment ce qu'il faut pour se dire, bon, c'est ça qu'il faut faire, je le fais, c'est la seule façon pour que ça marche. En 2011, il me semble que c'était en 2011, Bertrand Fragonard, pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi, je trouve que c'est un garçon formidable, avait déjà évoqué la possibilité d'une assurance dépendance de ce type. Et ça n'a pas été choisi à l'époque par les pouvoirs publics. À cause de ça, c'est-à-dire l'annonce d'une nouvelle cotisation. C'est ça. Oui, donc ça peut être fait qu'au début Ça ne peut pas, dans l'état actuel des finances publiques, dans les choix cruciaux qui sont à faire, ça ne peut pas être fait sans argent neuf, la 5e branche. Il faut de l'argent neuf. Ça ne peut pas être pris dans les caisses de l'État à l'heure actuelle, surtout si on ne veut pas augmenter les impôts, ce que je comprends. Mais il faudrait qu'il y ait un grand mouvement pour dire, oui, ben c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est très peu pour chacun d'entre nous, et chacun de nous est responsable des autres et de tout. Une conclusion à l'émission. Une conclusion à l'émission, ben écoutez, moi ce que j'espère pour les années qui viennent, les années post-Covid, c'est qu'on ait davantage conscience de la solidarité entre les générations, parce que c'est une véritable solidarité. Et pour revenir à l'émission que vous aviez faite avec André Masson, je pense qu'André se trompe d'objectif quand il essaye d'opposer les retraités qui seraient riches et qui devraient payer beaucoup pour leur propre dépendance et le reste de la population qui ne le serait pas. Je crois qu'il méconnaît le fait qu'il y a des inégalités majeures dans ce pays, mais que les inégalités, elles sont intragénérationnelles. Il y a des vieux riches, il y a des vieux pauvres. Il y a des étudiants riches parce que leur famille l'est, des étudiants dans un état de précarité épouvantable. Et ça, c'est vrai à tous les échelons de la société. Et que la solidarité dont nous devons faire preuve vis-à-vis des personnes âgées dépendantes, en fait, elle doit couvrir tout le reste de la société, tous les âges, et que la générosité, la solidarité soit transgénérationnelle. C'est ce que je souhaite.
Super. Merci, merci beaucoup. Merci. Superbe émission. Merci, Françoise Forette. Merci beaucoup. À bientôt.